Madame, Monsieur, bonsoir. À la une de cette édition, la reculade des dirigeants européens et de Volodymyr Zelensky sur les exigences concernant la guerre en Ukraine. Nous reviendrons ensuite sur le réarmement démographique voulu par Emmanuel Macron. Après les déclarations choc il y a un peu plus d'un an, rien. Et enfin, une page économique et finances publiques avec la dette qui explose alors que la France est dirigée par une clique de centristes ordinairement convaincus d'équilibre budgétaire. À mesure que la Russie reprend du terrain et poursuit ses négociations avec les États-Unis, les lignes rouges d'exigences occidentales et ukrainiennes s'effacent. Explication de cette débandade. La restitution intégrale des territoires occupés, y compris la Crimée et le Donbass. Cette exigence était censée ne pas pouvoir changer il y a encore quelques mois. Qu'en est-il aujourd'hui ? Eh bien aujourd'hui, pas plus Emmanuel Macron qu'un autre dirigeant d'un État membre européen n'ose ne serait-ce que prononcer le mot Crimée. La réalité militaire et diplomatique induite par l'arrivée au pouvoir de Donald Trump a conduit à une inflexion notable, correspondant d'une part aux avancées russes et d'autre part à la volonté du nouveau président américain d'en finir avec ce conflit, ce qui correspondait ni plus ni moins qu'à une promesse de campagne. Un entretien du président ukrainien donné au Figaro semble entériner cette défaite et ce recul, même pour Volodymyr Zelensky. Ce dernier a ainsi déclaré que Kiev ne céderait jamais à la Russie des territoires occupés, sans toutefois les citer, et d'affirmer, je cite, « Ces terres appartiennent aux Ukrainiens. Quand les récupérerons-nous ? Sans doute pas tout de suite, il faudra peut-être le faire diplomatiquement. » Le président a par ailleurs défini la victoire de l'Ukraine comme la consolidation de son indépendance. Pirouette qui peine à faire oublier que pour l'heure il a perdu près de 20% de son territoire. L'objectif qui était de récupérer l'intégralité du territoire ukrainien dans ses frontières de 1991 semble aujourd'hui complètement irréalisable et le soutien occidental, notamment à travers les sanctions économiques contre Moscou qui ont visé à asphyxier son économie pour forcer un retrait, ont également été un échec. La contre-offensive ukrainienne de 2023, puis l'incursion de l'été 2024 dans la région de Koursk, où Kiev avait conquis environ 1000 km² de territoire russe, avaient même laissé envisager à certains, comme Emmanuel Macron, qu'il serait possible d'envoyer des contingents européens sur le terrain pour garantir une victoire militaire ukrainienne et une paix durable. Les avoirs russes gelés étaient également perçus comme un levier pour financer une armée ukrainienne renforcée, mais ces percées semblent aujourd'hui ressembler à des soubresauts. L'armée russe, renforcée par des drones avancés, des bombes planantes et des troupes nord-coréennes, a repris l'essentiel de Koursk, ne laissant que 80 km² sous contrôle ukrainien et lancé une offensive vers Soumy. L'armée ukrainienne, qui moquait les troupes nord-coréennes hier, est contrainte d'admettre aujourd'hui que ses soldats sont aguerris et déterminés. Dans le journal Le Monde, un officier affirme même que ceux-ci sont très efficaces dans les assauts en milieu forestier ou urbain. Le repli de l'armée ukrainienne coïncide avec l'offensive diplomatique de Donald Trump qui a balayé les espoirs de Kiev de pouvoir tenter de reprendre le dessus. L'objectif prioritaire devrait désormais devenir la préservation de l'indépendance ukrainienne ainsi que des garanties de sécurité face à la Russie, mais également une aide économique qui devrait échoir aux États européens qui auront perdu sur toute la ligne. Emmanuel Macron, lui, poursuit sa fuite en avant et a annoncé une aide de 2 milliards d'euros mercredi. Si les Français peuvent déplorer ce gaspillage alors que la situation économique du pays est déplorable, ils peuvent toujours se consoler en se disant que le président n'aura pas nécessairement l'occasion d'honorer cette promesse. Alors qu'il insistait encore au début du mois de mars sur le rejet des contreparties russes, fin du réarmement ukrainien et levée des sanctions, le président français insiste désormais sur un cessez-le-feu sans condition préalable. L'idée de contingents européens reste, elle, en suspens, limitée à une présence post-conflit plutôt qu'à une intervention directe. L'UE, confrontée à une Russie inflexible et à une Amérique plutôt conciliante avec Moscou, a vu ses ambitions s'étioler. Les sanctions, maintenues malgré les appels de Moscou à les lever, perdent de leur mordant face à la résistance économique russe et aux divisions internes européennes. Les négociations de Jeddah et le sommet de Paris de ce jeudi semblent consister à mettre en place des garanties de sécurité et on est donc très loin d'une paix imposée à la Russie. À mesure que Moscou et Washington avanceront dans leurs négociations, Paris et Bruxelles reculeront et même si la France et l'UE envisageaient vraiment de se défaire de la tutelle américaine, une émancipation prendra du temps dont ne dispose pas l'Ukraine. Le réarmement démographique est-il celui voulu par Emmanuel Macron ? Non, ou en tout cas ce réarmement n'est pas vraiment made in France. Renaud de Bourleuf. La démographie est renforcée par l'immigration et les personnes fraîchement arrivées ne perdent pas de temps.
Le ministère de l'Intérieur a publié mi-mars de nouvelles données sur les naissances issues des femmes immigrées installées récemment sur le territoire français. Une femme primo-arrivant sur 4 devient mère pour la première fois dans les 4 années qui suivent son arrivée en France. Cette étude a été menée sous la supervision de la Direction générale des étrangers en France. Nous avons interrogé Jean-Paul Gourevitch, consultant international sur l'Afrique et les migrations, qui pointe quelques biais dans cette étude. C'est une étude extrêmement sérieuse, très documentée, faite sur 6500 personnes et dans une perspective qui est le suivi pendant 4 années des primo-arrivantes en France. Bon, c'est très objectif aussi, enfin ça paraît très objectif aussi puisqu'il ne tire pas de conclusion, il ne donne que des chiffres. Je voudrais quand même souligner 3 choses. Premièrement, c'est une étude déclarative, donc comme toute étude déclarative, il faut la prendre avec précaution parce que ce que disent les gens sur leur situation et sur leur motivation n'est pas automatiquement le reflet de la réalité. Deuxièmement, cette étude a été faite sur 10 départements qui sont ceux où il y a le plus de primo-arrivantes, c'est-à-dire l'Île-de-France, sauf la Seine-et-Marne, le Rhône, les Bouches-du-Rhône et le Nord. Ce n'est pas automatiquement transposable à toutes les primo-arrivantes, puisqu'il y a des effets de seuil et de concentration, comme on l'a vu dans le cas, par exemple, de la pratique du ramadan. Et troisièmement, et c'est quand même un peu important, la question de la polygamie n'est strictement pas abordée, alors que même si c'est très minoritaire, c'est quand même une situation qui concerne un certain nombre de primo-arrivantes. Plusieurs enseignements ressortent de cette étude. D'abord, le pic des naissances issues des femmes immigrées se situe dès la première année après leur arrivée sur le territoire. Et les naissances sont encore très nombreuses dans les 3 années qui suivent. La fécondité concerne principalement l'immigration issue du continent africain. 57% des immigrés algériennes ont au moins une naissance dans les 4 années suivant leur arrivée en France. De même que 56% des maliennes, contre seulement 15% des immigrés philippines et 18% des chinoises. Un lien est aussi établi entre activité et inactivité. Les femmes au foyer ont environ 30% de chances en plus d'avoir un nouvel enfant dans les 4 ans suivant leur migration en France que les immigrés occupant un emploi. En ce qui concerne les conclusions qu'on pourrait en tirer sur les motivations, je crois qu'il faut être extrêmement prudent. Si on regarde les primo-arrivantes qui font le plus d'enfants, ce sont celles qui viennent d'abord des pays où la fécondité est supérieure à la moyenne. Deuxièmement, ce sont des femmes peu diplômées, ce sont des femmes majoritairement jeunes. La comparaison entre les 20-29 ans et les 30-39 ans est bénéfique pour les 20-29 ans. Et ce sont des femmes qui sont plutôt inactives ou en recherche d'emploi sans réussite. Donc, à contrario, des femmes qui sont actives, qui ont un emploi, qui sont diplômées, et qui viennent de pays où la fécondité est relativement faible, font moins d'enfants que les autres. L'étude du ministère de l'Intérieur confirme par ailleurs une réalité. Depuis 2023, plus de 30% des naissances enregistrées en France ont été issues d'au moins un parent né en dehors de l'Union européenne. De quoi penser inévitablement au terme de grand remplacement. Le grand remplacement est une hypothèse vraisemblable, tout à fait possible. C'est peut-être d'ailleurs une des hypothèses qui risque de se transformer en réalité, mais il y a quand même, sur 20-25 ans, des variables que personne ne maîtrise. Personne ne peut dire aujourd'hui quel sera l'impact du réchauffement ou du bouleversement climatique sur les migrations de l'Afrique vers l'Europe. Personne ne peut dire quel sera l'impact de situations épidémiologiques qui peuvent survenir en Afrique et qui pourraient se transférer en Europe. Personne ne peut dire si la transition démographique qu'on observe au Maghreb et dans certains pays d'Afrique subsaharienne, c'est-à-dire le fait que les femmes font moins d'enfants que leurs mères, qui faisaient moins d'enfants que leur grand-mère, va persister ou non. Et notamment chez les personnes
qui vont s'expatrier dans les pays du Nord. Et enfin, personne ne peut dire quel sera le poids de l'immigration virtuelle. Vous savez qu'un certain nombre de firmes du Nord ont déconcentré leurs activités dans les pays du Sud. Ça se voit pour le marketing, pour le téléphone, pour le secrétariat, pour la gestion. Les employés du Sud sont effectivement moins payés que s'ils étaient au Nord, mais mieux payés que leurs compatriotes. Est-ce que ça va les pousser à rester dans leur pays d'origine, ou est-ce que ça va au contraire les pousser à chercher un Eldorado dans les pays du Nord ? Personne ne peut maîtriser ça. Donc sur 25 ou 30 ans, je pense que toute hypothèse, y compris celle du grand remplacement, doit être prise avec un maximum de précautions. La dette publique atteint de nouveaux records avec un dérapage des finances publiques toujours pas maîtrisé et des perspectives pessimistes de la part des institutions financières. Pas d'argent magique, mais à coup de baguette magique, Emmanuel Macron aura fait exploser la dette. Selon les données de l'INSEE publiées ce jeudi, la dette publique de la France continue de grimper, atteignant 3 305 milliards d'euros au 4e trimestre 2024. C'est un nouveau record, mais c'est surtout un chiffre alarmant quand on le rapporte à la situation économique. Cela représente 113% du PIB. Notons que la dette était de 60% du PIB au début des années 2000 et a dépassé le seuil des 100% du PIB en 2017. Selon l'agence de notation Fitch, ce chiffre devrait franchir la barre des 120% du PIB fin 2028 et continuer son ascension au moins jusqu'en 2029-2030. Dans un scénario jugé réaliste par la Cour des comptes, le ratio d'endettement pourrait même dépasser 125% du PIB en 2029 et s'approcher des 130% dès 2031. D'autres économistes évoquent des ratios de 160 voire 170% si l'État choisit d'investir massivement, notamment dans la transition énergétique. Toutes ces perspectives n'empêchent pas Emmanuel Macron de jeter l'argent des contribuables par les fenêtres. J'ai pu annoncer aujourd'hui 2 milliards d'euros supplémentaires de soutien de la France sur le plan militaire à l'Ukraine. Une paille à côté des 235 milliards d'euros du quoi qu'il en coûte quand la France a été mise à l'arrêt. Mais ce qui explique un montant de la dette aussi élevé, c'est que les finances publiques ont commencé à déraper avec un ministère de l'économie et des finances qui ne parvenait pas à prévoir les dépenses et les recettes. Le président de la Cour des comptes, Pierre Moscovici, est revenu sur ces questions à l'Assemblée nationale lors d'une commission d'enquête sur le dérapage du déficit public. Impossible, je répète, impossible, de prétendre en toute conscience que personne ne connaissait la fragilité répétée des prévisions pendant cette période. Le HCFP, en effet, a systématiquement appelé à la prudence à partir de l'automne 2023 sur de nombreuses hypothèses relatives aux exercices 2023 et 2024. La commission d'enquête devrait rendre ses conclusions mi-avril, mais déjà le député Renaissance du Val-de-Marne, Mathieu Lefebvre, s'est exprimé pour tenter de dédouaner le gouvernement. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu, et c'est incontestable, c'est avéré, une erreur d'évaluation des recettes qui est, je crois, majeure, qui est de l'ordre de 60 milliards d'euros, je rappelle les chiffres, 20 milliards d'euros en 2023, 40 milliards d'euros en 2024, avec évidemment un effet base entre les deux. Cette erreur, elle est imputable, il faut dire les choses, au service de Bercy. Ce n'est pas la faute du ministre de l'économie, mais de ses services. Une analyse qui n'a pas convaincu le député Eliott Charles de Courson, rapporteur général du budget. Pour moi, le responsable, c'est le ministre en charge de ce dossier. C'est pas les services. Parce que si vous commencez à dire c'est la faute aux services, c'est pas moi, c'est mon directeur de cabinet, ça veut dire que vous n'existez pas. Les perspectives ne sont pas plus optimistes. La volonté des États européens de se réarmer face à la supposée menace a en effet provoqué un brusque relèvement des taux d'intérêt. Passons à présent à l'actualité en bref, en France. L'accès au centre-ville sera-t-il bientôt rendu aux automobilistes ? Mercredi à l'Assemblée nationale, une commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi de simplification de la vie économique a voté la suppression des zones à faible émission, dites ZFE. Rappelons que depuis le 1er janvier dernier, les véhicules jugés polluants par les classifications critères sont littéralement exclus des grandes villes. Un problème qui affecte de nombreux professionnels, notamment les artisans, mais aussi les habitants du monde rural qui doivent se rendre en centre-ville. Ces zones à faible émission étaient aussi surnommées zones à forte exclusion. La suppression des ZFE, validée en commission, doit maintenant se faire en séance plénière à l'Assemblée nationale. Une femme de 74 ans battue à mort par des cambrioleurs. Mercredi, dans le centre de Rennes, vers 11h du matin, 2 malfaiteurs ont tenté de cambrioler un appartement alors que la résidente s'y trouvait. Devant sa résistance, ils l'ont frappée avant de prendre la fuite.
La victime, âgée de 74 ans, a été retrouvée morte après avoir subi de nombreux coups de poing au visage et sur le corps. Il y a des sous à prendre au CNRS. La Cour des comptes a révélé dans un rapport publié mardi une trésorerie inattendue de plus de 1 milliard d'euros au Centre national de la recherche scientifique, le CNRS. Celle-ci s'expliquerait par le fruit d'une gestion financière florissante et du succès des appels à projets de ces 1100 unités mixtes de recherche. Si les magistrats saluent l'excellence de cet organisme décentralisé doté d'un budget de 4 milliards d'euros, il révèle néanmoins son manque d'attractivité pour les jeunes chercheurs, les lourdeurs administratives accaparant 20 à 30% de leur temps et une trésorerie mal mutualisée. La Cour propose 14 recommandations, dont des dotations pour les jeunes chercheurs et une simplification administrative. Le ministère des Affaires étrangères rappelle les fondamentaux en matière de biologie. Depuis mardi, le site France Diplomatie prévient les personnes qui entament des démarches pour obtenir un visa ou un ESTA afin de se rendre aux États-Unis. Ils doivent mentionner leur sexe de naissance, ce qui s'adresse visiblement aux personnes se déclarant trans ou non-binaires. La Réunion sous pression. L'île de l'océan Indien voit l'épidémie de chikungunya s'intensifier avec 4156 nouveaux cas recensés du 10 au 16 mars, soit une hausse de 16% en une semaine, portant le total à 13 594 cas depuis août 2024. L'épidémie serait généralisée sur tout le territoire, selon la préfecture et l'ARS. Elle a causé 15 cas graves et 2 décès chez des personnes âgées. Les urgences enregistrent par ailleurs 128 passages hebdomadaires contre 78 auparavant. Face à cette crise, 40 000 doses du vaccin IXCHIQ seront distribuées dès avril, ciblant les plus de 65 ans et les personnes dites à risque. Le pic, prévu fin avril, inquiète les autorités qui renforcent la lutte anti-moustique. Aurait pu figurer dans l'actualité en bref le départ du secrétaire général de l'Élysée, Alexis Kohler. Nous l'évoquerons en sujet dans le journal de demain. Mais passons tout de suite à l'actualité internationale en bref. Suspension du regroupement familial, Vienne franchit le pas. C'est une première dans l'Union européenne. Mercredi, le gouvernement autrichien a annoncé que le regroupement familial allait être suspendu par un décret qui devrait être publié dans les prochaines semaines. Une mesure prise pour 6 mois dans un premier temps qui pourra être prolongée jusqu'en mai 2027. Le ministre de l'Intégration autrichien assure que le pays est saturé et qu'il s'agit de protéger les systèmes de santé, d'emploi et d'éducation. 9 300 personnes officiellement sont arrivées en 2023 et 7 800 en 2024 dans un pays d'environ 9 millions d'habitants. La majorité venait de Syrie et le gouvernement autrichien avait déjà annoncé une restriction de leur droit à obtenir l'asile après la chute de Bachar al-Assad en décembre dernier. Le Premier ministre échappe à une motion de censure. Et non, il ne s'agit pas de François Bayrou, mais de son homologue thaï, Paetongtarn Shinawatra, qui a échappé mercredi à la censure du Parlement, rejeté par 319 voix contre 162 après 2 jours de débats houleux. L'opposition l'accusait d'inexpérience et d'être influencé par son père, Thaksin Shinawatra, ancien Premier ministre et milliardaire revenu d'exil en 2023 après une grâce controversée. Malgré les critiques, notamment sur des soupçons d'accords secrets, d'évasion fiscale et l'expulsion de 40 Ouïghours vers la Chine, elle a tenu bon. À 38 ans, à la tête du parti Pheu Thai, depuis août, elle a promis de continuer à travailler pour le peuple thaïlandais. Explosion du nombre de métropoles en Afrique. L'Afrique connaît une explosion urbaine sans précédent. Selon le rapport Dynamique de l'urbanisation africaine 2025, publié mercredi, d'ici 2050, le continent comptera 1,4 milliard de citadins, soit 2 Africains sur 3, contre 704 millions aujourd'hui. Cette croissance, portée par une population qui doublera à 2,2 milliards d'habitants, se concentrera dans 17 mégalopoles et 159 villes millionnaires, notamment au Nigeria, en Tanzanie ou au Niger. Ce soir, immédiat et un zoom avec Claude Cholet, le directeur de l'Observatoire du journalisme, ainsi qu'une chronique de l'avocat Gilbert Collard sur la chaîne YouTube Format court de TVL. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité et à demain.